Bonjour et bienvenue à tous dans votre 12-13. Dans l'actualité de ce vendredi, l'accalmie sur le front des incendies. Plus de 7500 hectares détruits depuis lundi dans le sud-est et en Corse. La vie reprend à Bormes-les-Mimosas. La station balnéaire a vécu 2 jours et 2 nuits entourée par les flammes. Les habitants et les touristes ont enfin pu retrouver leur lieu de résidence. Les enquêtes, elles, se poursuivent. Nous verrons en direct avec notre envoyée spéciale Victoria Rouxel que des mises en examen pourraient être décidées dès cet après-midi. Un face-à-face qui s'annonce crucial dans l'affaire du petit Grégory. Muriel Boll est aujourd'hui confrontée à son cousin. Il affirme qu'elle aurait subi des violences familiales pour expliquer la rétractation de son témoignage sur l'assassinat du petit garçon. Une version qu'elle nie en bloc. Nous reviendrons sur les enjeux de cette confrontation avec Sophie Nemeyer en direct de Dijon. Un plat pour réveiller vos papilles. La piperade, une spécialité du Pays Basque. Tomates, légumes de saison, jambon, le tout relevé au fameux piment d'Espelette. Nous verrons tous les secrets de ce déjeuner parfumé. Voici déjà un premier aperçu de la vraie recette. Maintenant, on va mettre le petit piment vert qui va nous faire la petite communion entre le quintois, le petit oignon, l'ail, le piment. Aïe, aïe, aïe. Et très bon appétit à tous. Enfin, un coup d'œil à votre carte météo. Après un temps nuageux ce matin, il sera ensoleillé sur tout le pays cet après-midi, à l'exception du nord-ouest où la grisaille s'imposera près de la Manche. Les températures remontent tout doucement dans le nord du pays. Tous les détails de vos prévisions à suivre à la fin de ce journal. Le feu est donc enfin éteint à Bormes-les-Mimosas dans le Var. Près de 1600 hectares de forêt et de garrigues sont partis en fumée. Voici les premières images pour mieux mesurer l'étendue des dégâts avec le commentaire de Manon Bougot. Vu du ciel, le paysage est lunaire. Les collines de Bormes-les-Mimosas sont totalement noircies, brûlées sur des dizaines de kilomètres. Soudain, nous apercevons une maison. Elle est miraculeusement intacte et pourtant juste à côté, il ne reste plus rien des pins centenaires. Les pompiers ont travaillé d'arrache-pied pour sauver les habitations prises au piège au milieu des flammes. Cette entreprise, elle, n'a pas pu être épargnée. Depuis ce matin, pompiers et secouristes continuent de surveiller la zone pour prévenir toute nouvelle reprise de feu. Sur ce secteur, plus de 1500 hectares ont brûlé. Et les enquêtes se poursuivent pour déterminer l'origine de ces nombreux feux. En direct de Bormes-les-Mimosas, nous sommes avec Victoria Rouxel. Bonjour Victoria, il pourrait y avoir des premières mises en examen dès cet après-midi. Oui, cet après-midi, 3 hommes vont être présentés au juge d'Aix-en-Provence en vue d'une possible mise en examen dans 2 incendies qui ont ravagé les Bouches-du-Rhône. Alors parmi eux, il y a 2 mineurs de 16 et 17 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir provoqué l'incendie de Carreau à Martigues où 163 hectares sont partis en fumée. Les enquêteurs ont retrouvé des allumettes et un briquet dans leur sac à dos, d'où les soupçons qui pèsent sur eux, d'autant plus qu'ils se trouvaient dans le secteur où a commencé le feu, un secteur inaccessible au public. Ils pourraient donc être mis en examen pour destruction volontaire par incendie. Et puis la 3e personne est un ouvrier agricole qui travaillait à proximité du départ de feu à Peigné dans les Bouches-du-Rhône toujours. Il est soupçonné d'avoir accidentellement provoqué l'incendie qui a lui ravagé 100 hectares. Il pourrait donc être mis en examen pour destruction involontaire de bois ou de forêt. Pour l'heure, la justice demande leur placement sous contrôle judiciaire. Les 3 hommes nient à ce stade toute implication dans les incendies. Merci beaucoup Victoria pour toutes ces précisions sur les enquêtes en cours. Ces incendies ont d'ores et déjà causé une véritable catastrophe écologique. Ils ont durablement endommagé un écosystème déjà fragile, celui de la forêt méditerranéenne. Les explications de Joanne Massard avec nos équipes en région. Autour de la Croix-Valmer, 500 hectares sont partis en fumée. Une forêt devenue couleur anthracite. Les flammes ont dévasté ce site naturel classé. Représentatif d'un paysage qui est patrimonial, qui avait une valeur inestimable. Pour évaluer l'ampleur des dégâts, les conservateurs du littoral quadrillent la zone. Dans ce paysage de désolation, même les arbres les plus solides n'ont pas résisté aux flammes. Mais là, on est sur un pin parasol qui doit avoir entre 60 et 70 ans. Un désastre écologique, ce site abritait 6 espèces d'arbres. 3 essences de pin
3 essences de chêne. C'est vrai que c'est assez exceptionnel au niveau méditerranéen, ça en faisait du coup une des plus belles forêts du littoral. Pour retrouver la forêt d'il y a 3 jours, il faudra sans doute plusieurs décennies. Les spécialistes déconseillent un reboisement. Quand on veut réhabiliter un milieu, il est urgent d'attendre. La régénération est naturelle, la forêt se régénère très bien naturellement. Il est clair que dans 10 ans, on ne verra plus forcément, on verra les traces, mais ça ne sera plus rédhibitoire comme on le voit à l'heure actuelle. Dans ce massif, la faune est elle aussi durement touchée. Ces bénévoles recensent et soignent les animaux du parc. Parmi les victimes des flammes, cette tortue d'Hermann, une espèce protégée. Sachant qu'après les passages de feu, il y a toujours des individus qui arrivent à survivre, enfin la plupart du temps. Et voilà, donc il faut les hydrater. Il y a d'éventuels blessés aussi qu'on va ramener en centre de soins au village des Tortues à Carnoul. S'il est encore trop tôt pour dresser le bilan écologique définitif, la Croix-Valmer gardera pendant plusieurs années les stigmates de cet incendie. Une cicatrice sur ce paysage considéré comme l'un des plus beaux du littoral. Dans le Var, après 2 jours et 2 nuits d'attente, touristes et habitants ont pu enfin regagner leur lieu de résidence à Bormes-les-Mimosas. Beaucoup plus de peur que de mal, ils tentent de retrouver le cours d'une vie normale. Sur place, le reportage de Jocelyn Debroux, Alex Gohary et Vivien Charrère. Après avoir longtemps hésité à annuler son séjour, la famille Dos Santos arrive finalement dans ce camping du bord de mer. Et pour le plus grand plaisir des enfants, ce sont les sirènes de pompiers qui les accueillent. Là où est le feu. Car ici, l'incendie a été stoppé à seulement quelques mètres des bungalows. J'ai regardé quand même d'autres locations ailleurs, en fait, vers l'Ardèche où ça brûle un peu, où ça brûle pas, quoi. Donc, mais bon. Finalement, vous êtes venu. Voilà, ça fait 30 ans que je viens ici, donc ça aurait été dommage. Allez, viens. Le feu est officiellement fixé depuis hier. Alors après 10 heures de voiture, Elise Dos Santos retrouve enfin ses parents pour le début des vacances. Déjà sur place, son père et sa mère ont eux été évacués pendant 2 jours. Ils ont même dormi dans leur voiture pour s'éloigner des flammes. Oui, là, quand on voit les grosses fumées comme ça, c'est assez impressionnant. Les pompiers, gros travail, c'est des gens vraiment courageux et vraiment des gens qui se donnent à fond pour sauver nos vies, quoi. Et vraiment, je les remercie. La région a été en partie ravagée par les flammes. Alors les touristes étrangers hésitent à venir en vacances dans ce camping. Au lendemain de la fin des évacuations, l'objectif du directeur est simple. Il faut rassurer les vacanciers. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Aujourd'hui, c'est reprendre un rythme normal sur le camping. Les animations, les commerces reprennent et la réception est là pour répondre au téléphone, dire que notre outil de travail n'a pas bougé, le cadre est le même et les gens pourront passer des vacances superbes comme ils l'ont toujours fait ici. Plusieurs camions de pompiers sont encore visibles un peu partout dans le département, mais les commerçants de la région ont désormais un objectif prioritaire, tourner la page, notamment à la veille du plus gros chassé-croisé de toute la saison estivale. Et c'est justement dans ce contexte particulier qu'aura lieu demain le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Ce samedi est une journée classée noire pour Bison Futé. Dès 4h du matin et jusqu'à 20h, c'est déjà orange cet après-midi avec les premières difficultés prévues en Ile-de-France et dans le sud. Ce week-end, la circulation sera donc exceptionnellement difficile. Dans l'actualité judiciaire, un face-à-face qui s'annonce crucial dans l'affaire du petit Grégory. Muriel Boll est aujourd'hui confrontée à son cousin. Il affirme qu'elle aurait subi des violences familiales pour expliquer la rétractation de son témoignage sur l'assassinat du petit garçon. Une version qu'elle nie en bloc. Rappel des faits avec Clément Veyrenal. C'est à partir de 14h que va se dérouler au palais de justice de Dijon une confrontation capitale entre Muriel Boll et son cousin. Muriel Boll, que l'on voit ici chez elle peu avant son incarcération, est considérée par les enquêteurs comme un témoin clé de l'affaire. C'est elle qui, en 1984, avait accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory. Bernard Laroche avait été arrêté, mais peu après, Muriel Boll était revenue sur ses déclarations. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère.
Les enquêteurs ont toujours douté de la sincérité de cette rétractation. Depuis 30 ans, Muriel Boll n'avait plus varié dans ses déclarations. Mais en juin dernier, lors de la relance de l'enquête, un cousin de Muriel s'est manifesté. Il affirme avoir assisté en novembre 1984 à une violente dispute familiale, lors de laquelle les proches de Muriel auraient fait pression sur l'adolescente pour qu'elle disculpe Bernard Laroche. Depuis son incarcération, Muriel Boll conteste formellement les accusations de son cousin, avec lequel elle va être confrontée pour la première fois cet après-midi dans le bureau du juge d'instruction. Et justement, en direct du palais de justice de Dijon, nous sommes avec Sophie Neumayer. Sophie, bonjour. Cet après-midi, ce sera donc parole contre parole. Quels sont les enjeux de cette confrontation ? Eh bien David, l'enjeu de cette confrontation est de tenter de démêler le vrai du faux et de tester la véracité de ce témoignage de dernière minute. Ce cousin apporte des éléments précis et crédibles sur cette soirée du 5 novembre 1984 au cours de laquelle il affirme que Muriel Boll a été frappée par sa famille. Mais il y a également des zones d'ombre à éclaircir, notamment il soutient qu'elle était couverte de bleu à l'issue de cette réunion familiale. Or le lendemain, devant les caméras, aucune trace visible. Muriel Boll, elle dément et soutient qu'elle n'a subi aucune pression de la part de ses proches avant de se rétracter. Alors va-t-elle encore aujourd'hui camper sur ses positions au cours de ce face-à-face qui devrait durer entre 3 et 5 heures? Si c'est le cas, eh bien l'affaire Grégory devrait conserver une fois de plus tout son mystère. Merci Sophie pour toutes ces précisions. Et sur cette affaire du petit Grégory, toutes les infos sont à retrouver en direct sur notre site et notre application France Info. Dans l'actualité internationale, en Espagne, 54 personnes ont été blessées, dont un Français ce matin dans un accident dans une gare de Barcelone. Ce train de banlieue a violemment percuté la fin de la voie. Il n'y aurait, selon un dernier bilan, qu'une seule personne est grièvement blessée. Une opération boursière qui fait polémique. Muriel Pénicaud, l'actuelle ministre du Travail, aurait empoché plus d'1 million d'euros de bénéfices lorsqu'elle était directrice des ressources humaines du groupe Danone. Elle aurait revendu des actions juste après l'annonce d'un plan social, une opération dénoncée par l'opposition de gauche. Caroline Nincoff-Legenter, Lila Affaf et Guillaume Le Goff. La scène s'est déroulée hier au Sénat. Des élus communistes accusateurs brandissent le journal L'Humanité. En cause, une plus-value boursière de plus d'1 million d'euros qu'a perçue Muriel Pénicaud en 2013. Elle est alors DRH chez Danone, une somme perçue après la vente de stock options réalisée à la veille d'un plan social de 900 suppressions de postes. Ce point est extrêmement grave sur le plan éthique et peut-être sur le plan juridique, car de par vos fonctions, vous avez organisé ce plan social et vous en avez récolté les fruits pour votre profit personnel. De là à parler d'initié, il n'y a qu'un pas à franchir. La ministre du Travail se défend de tout délit d'initié. Elle dénonce des amalgames regrettables. Ce plan de départ volontaire est bien ultérieur. Donc, par démagogie, commencer à laisser interpréter autre chose que les faits me semble hors du champ, qui est la discussion sereine qui doit avoir lieu au Sénat. Une défense réitérée ce matin dans une interview accordée au Figaro. Malgré tout, à l'Assemblée, l'opposition affiche sa vindicte en plein examen de la réforme du travail, alors que la majorité précise qu'elle n'était pas ministre au moment des faits. Écoutez, c'est circulé, il n'y a rien à voir. L'Humanité est en train d'essayer d'entretenir une mauvaise querelle pour des finalités essentiellement politiques. Madame Pénicaud, elle a spéculé sur des licenciements pour gagner 1 million d'euros. Donc c'est pas très étonnant qu'une fois ministre, elle fasse une loi travail qui casse la protection sociale. Certains, comme Nicolas Dupont-Aignan, réclament même ce matin la démission de la ministre du Travail. Un nouveau sujet sensible pour Muriel Pénicaud, déjà empêtrée dans l'affaire Business France, où elle n'aurait pas respecté les règles d'attribution d'un marché public lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas en 2016. La reprise de la croissance se confirme, plus 0,5% enregistré au deuxième trimestre de cette année, selon les statistiques publiées ce matin par l'INSEE. C'est la même croissance que le trimestre précédent. Elle devrait donc atteindre, comme prévu par le gouvernement, les 1,6% à la fin de cette année. STX, l'État prend la main en une de nos confrères du Télégramme. Nous vous en parlions déjà hier. Le gouvernement a confirmé la nationalisation provisoire des chantiers navals de Saint-Nazaire pour défendre les intérêts nationaux. Une opération surprise qui a été vivement critiquée en Italie. C'est en effet un groupe italien qui a été écarté. Mais salariés et syndicats se disent également inquiets. C'est un épisode de plus dans l'histoire très mouvementée des chantiers de l'Atlantique. Johan Van Hove.
Le plus grand paquebot du monde, l'Harmony of the Seas, sort des chantiers de Saint-Nazaire en mars 2016. Le site fait travailler 8000 personnes. Une histoire qui remonte à Napoléon III. Un fleuron industriel à qui on doit, en 1935, le Normandie. En 1960, le France, la fierté du général de Gaulle. Dans les années 70, leur spécialité, c'est la fabrication de pétroliers géants. Mais ils enchaînent les coups durs, puis les chantiers deviennent Alstom Atlantique. Le Queen Mary 2 est lancé en 2003. Accident, problème d'amiante, un naufrage pour le groupe Alstom, les chantiers passent aux mains des Norvégiens, puis aux Coréens. Pour les gouvernements, un site stratégique qui fabrique des navires militaires. Les 3 derniers présidents de la République se sont rendus sur place. En 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui est le premier à faire revenir l'État au capital des chantiers navals de Saint-Nazaire, avec 33% de participation. Si Alstom devait partir, c'est l'État français qui rachèterait. Quelques années plus tard, François Hollande se fera chahuter lors de sa visite. La CGT refuse de lui serrer la main. Concernant la CGT, on ne considère pas qu'on doit vous rendre la politesse. En mai dernier, Emmanuel Macron se rend sur les chantiers et c'est là qu'il prend la décision de remettre en cause l'accord qui prévoyait de céder la majorité au groupe italien Fincantieri. Hier, le gouvernement nationalise les chantiers navals de Saint-Nazaire. Depuis 2004, c'est un fléau qui sévit désormais chaque année en France. Le moustique tigre est de retour cet été, essentiellement dans le sud de la France. À Toulouse, il se propage par nuées, d'où le ras-le-bol des habitants. Reportage de Stéphanie Bousquet et Jean-Luc Pigneux. Cet été, il est de toutes nos soirées. Le moustique tigre prolifère de manière inquiétante à Toulouse. Dans cette rue du quartier des Pradettes, ce résident n'en peut plus. Le moustique l'attaque, y compris en journée. Moi, je me suis fait piquer. Quant à ses jambes, elles sont carrément ravagées. Le soir, il ne sort plus dans son jardin. Il n'y a pas de répit, quoi. Le soir, là, c'est affreux. Mais vous pouvez pas passer un moment à l'extérieur, quoi. Et il n'est pas le seul à être touché. Au printemps, la région toulousaine a alterné fortes pluies et vagues de chaleur. Du coup, le moustique tigre est en pleine recrudescence dans toute l'agglomération. Dans ces maisons, au bord du Touche à Tournefeuille, les résidents se prémunissent comme ils peuvent. Eh bien, nous avons été obligés d'installer des moustiquaires parce que les moyens naturels ne suffisent plus. Cette année, il y en a vraiment partout, des nuées de moustiques. Un ras-le-bol généralisé qui est remonté jusqu'à l'agence régionale de santé. Elle exclut des opérations d'épandage de produits chimiques, car jugées trop dangereuses et inefficaces à long terme. Elle préconise plutôt des actions individuelles, comme éviter les eaux stagnantes. Pas totalement efficace, les pharmaciens confirment que le moustique est plus agressif cette année. On note des réactions inflammatoires un peu plus importantes au niveau des zones de piqûre. On voit des patients arriver, des clients arriver avec soit des enfants, soit des adultes, avec vraiment des réactions dermiques importantes, avec une réaction inflammatoire qu'on ne voyait pas avant. Ces professionnels de santé conseillent de se couvrir et d'utiliser des répulsifs. Bref, face aux moustiques tigres cet été, c'est un peu le système D. Une semaine après la sortie du film à grand spectacle Dunkerque, de plus en plus de monde vient découvrir les épaves de bateaux sur les fonds de la mer du Nord. L'une de nos équipes a pu participer à l'une de ces plongées. Reportage signé Gonzague Vandamme avec Antoine Morvan et Marc Graff. Ce matin-là, la mer du Nord ne semblait pas décidée à partager facilement ses secrets. Eau à 20 degrés, mais visibilité réduite à moins d'1 mètre. Pour ne pas s'égarer, il faut descendre le long de la corde. Et à 10 mètres de profondeur, elle apparaît brutalement. L'épave d'un cargo norvégien transformé en navire militaire par les Allemands, il a sauté sur une mine en 1942. L'épave mesure 76 mètres de long, 12 mètres de large. Elle repose juste en face de Dunkerque. Passionné d'histoire, Bruno et ses amis du club de plongée de Dunkerque multiplient les sorties en été et parfois la visibilité est au rendez-vous. Ce qu'on peut voir sur la plupart des épaves, c'est les cabines. Les cabines les plus résistantes, on peut encore les voir. Les canons, ça on parle de l'épave, mais après il y a toute la faune, les anémones, les poissons. Toute la vie est ici en fait. Il y a toujours quelque chose de découvert et puis aussi malheureusement
elles changent, ces épaves, elles vieillissent, elles se cassent, elles s'écroulent. Et puis comme il y en a tellement à visiter, c'est toujours quelque chose à voir. Au fil des années, ces plongeurs ont recensé et exploré une trentaine d'épaves situées entre 10 et 25 mètres de profondeur. La plupart de ces bateaux ont été coulés pendant l'opération Dynamo. On respecte les épaves, ça on y tient vraiment. On respecte les gens qui sont restés au fond, qui sont battus pour nous. Et c'est surtout pas de la profanation, c'est surtout mettre en avant notre patrimoine qui est là. Pour ceux qui ne sont pas plongeurs, il existe des épaves visibles facilement pendant les grandes marées. De la frontière belge à Dunkerque gisent les restes de 6 bateaux. La plupart d'entre eux se sont échoués là en 1940. Alors là, c'est le Dévonia, un bateau anglais qui est arrivé là le 30 mai 1940. Et lui, en fait, n'a pas transporté de soldats puisqu'il était occupé comme chasseur de mines avant. Et en fait, il est arrivé pour la première fois le 30 mai au niveau de la panne. Et il a eu un bombardement, il est tombé en panne, en fait, tout simplement. Il s'est échoué, le capitaine l'a échoué sur la plage. Les carcasses de navires échoués sur les plages résistent relativement bien aux ravages du temps. Ce n'est pas le cas de ceux qui gisent au fond de l'eau. 77 ans après leur naufrage, ils s'abîment de plus en plus vite. Pourtant, il reste encore des épaves à découvrir. Alors dès que la météo le permet, Bruno et ses amis replongent dans le passé. Et on passe maintenant à table avec un plat d'été typique, la piperade. Cette spécialité du Pays Basque est un repas complet, tomates, légumes de saison, jambon, le tout légèrement relevé et très parfumé. Alors voici la bonne recette dénichée sur le terrain par Jean-Marc Cholet et Nathalie Berthier. On fait le service ou chacun... Déjeuner à la campagne, autour d'une piperade. Nous sommes bien sûr au Pays Basque. Vous avez récupéré les 30 ans ? Ah oui, c'est ici, c'est l'été, parce qu'il y a les tomates et les piments qui sont des produits d'été, des légumes d'été. Et puis c'est chez nous. C'est le drapeau basque aussi. Elle vient d'ici, la piperade, de ces montagnes qui bordent la vallée des Aldudes. Pierre Oteiza en témoigne, lui qui a relancé l'élevage du porc basque il y a 30 ans. S'il y a eu une piperade au Pays Basque, c'est parce qu'il y avait le jambon du Quintois. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jours où on ne sert pas une petite piperade avec 4 tranches de jambon et un petit œuf. Des légumes du jardin, indispensable, le piment doux d'Anglette et des tomates bien sûr. Et dans cette cathédrale de jambon, le Quintoa. Le jambon basque séché plusieurs mois, merveille du porc ibérique. Le porc ibérique, vous avez des persillés, une viande qui est très persillée, et on sait que c'est le persillé qui donne le goût à la viande. Assaisonné pratiquement. Le secret de cette piperade, la règle de base du jambon coupé en dés. Une matière grasse qui vous embaume toute la maison. Maintenant, on va mettre le petit piment vert qui va nous faire la petite communion entre le quintois, le petit oignon, l'ail, le piment. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas cuisinier, je suis éleveur et bon, j'aime bien manger aussi. Rouge, vert et blanc. On se croirait au pays. C'est beau ça. Ce mariage de la piperade avec le jambon basque, le Quintoa, ravive des souvenirs. Amachi, c'est la grand-mère. Voilà. Et toutes les recettes, c'est voilà, tout petit. J'arrivais là, sur la table, que je voyais faire. Et je sentais surtout. Une recette toute simple, à condition d'avoir les produits authentiques. Parfaite pour un déjeuner en terrasse avec les amis. On cuisine pas mal hein, quand il s'y met. non, elle est bonne, j'aime bien. J'aime bien, ça a été mijoté longtemps, donc c'est super. Et si par hasard il en restait, c'est aussi délicieux le matin au petit déjeuner.
Très bon appétit si vous êtes à table, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vos prévisions avec Jean-Marc Soimy, suivi de Météo à la carte. Vous retrouverez ce soir Stéphanie Père pour le 19-20. Et on se quitte avec cette très belle image d'un record mondial battu ce matin à Chamblay en Meurthe-et-Moselle. 456 montgolfières qui ont pris ensemble les airs. Un pari réussi pour cette édition 2017 du Mondial Air Ballon. Très bel après-midi à tous et je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. But now